Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, cette fois-ci on va s'intéresser à un sujet qui revient souvent, aussi bien dans les commentaires que dans les appels, les mails que les clients peuvent nous faire. Il y a énormément d'interrogations sur le monde alimentaire, la norme alimentaire en impression 3D. Et je vous avais interrogé sur les réseaux pour savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Et du coup, ça me semble intéressant de vous en faire une petite vidéo un petit peu plus détaillée. Donc comme je le disais, on a régulièrement des demandes au sujet de cette norme alimentaire, que ce soit au niveau des filaments ou au niveau des résines d'impression 3D. Et bien souvent, c'est assez compliqué de rentrer en détail dans l'explication de cette norme alimentaire. Et pourquoi est-ce qu'il est si compliqué de récupérer des certificats de normes alimentaires? Vous avez peut-être déjà entendu parler des normes FDA, des normes CE EU 10 2011. Donc FDA pour Food and Drugs Administration qui correspond à une norme américaine et la norme EU qui correspond davantage à la norme européenne. Vous allez régulièrement tomber sur des filaments qui affichent avoir une norme FDA, une norme alimentaire EU 2011. Mais en réalité, si vous cherchez le certificat, il sera rarement fourni. Avant même de parler de tout ça, on va revenir un petit peu en arrière. Lorsqu'on nous interroge sur un besoin de filaments alimentaires, on va avoir tendance à recommander le PETG ou éventuellement le polypropylène, qui naturellement sont reconnus dans l'industrie comme étant des matériaux utilisés dans le monde alimentaire. Et c'est d'ailleurs sur ces matériaux qu'on retrouve généralement des fabricants qui affichent la norme FDA ou CE, EU et ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est finalement pas si simple de récupérer le certificat. Vous pourrez également parfois retrouver cette norme alimentaire sur des PLA, des ABS, des matériaux qui sont historiquement pas considérés comme alimentaires. Donc pour commencer, on va s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cette norme alimentaire. Si l'on regarde d'un petit peu plus près ces normes alimentaires, on constate qu'elles correspondent à un taux de migration de particules qui se diffuserait du plastique jusqu'à l'aliment et c'est ça qui conditionnerait, on va dire, la norme alimentaire. Je parle ici bien sûr de la norme alimentaire qui s'applique aux productions à base de plastique. Et ce taux de migration du plastique vers l'aliment va déjà devoir être testé dans différentes conditions. Il différencie dans les tests la migration du plastique dans de l'eau, dans de l'huile, dans d'autres types d'aliments, mais aussi en faisant varier la température, mais également le niveau d'acidité ou ce genre de choses. Donc quand on parle de normes alimentaires, il faut être bien clair que ça ne correspond qu'à justement ce test de migration de particules de plastique lorsqu'il est en contact de l'aliment et il faut qu'il respecte un seuil pour être considéré comme alimentaire. Une fois qu'on a compris ça, il faut se poser la question de savoir, quel plastique est normé alimentaire, quel plastique a un taux de migration qui a déjà été étudié et qui a des valeurs faibles, qui valide, on va dire, ses propriétés alimentaires. Et il existe effectivement une liste FDA, une liste européenne des thermoplastiques, des monomères, des polymères qui sont reconnus comme étant alimentaires, ayant passé justement ces tests et ayant validé leur compatibilité. Bien souvent, les compositions que l'on retrouve dans ce tableau sont très nombreuses, mais malgré tout assez généralistes. Et on le reverra juste après, mais en impression 3D, on n'utilise pas systématiquement, loin de là, les thermoplastiques de base, ce qu'on appelle des monomères ou des polymères. Ici, on va être sur des choses un petit peu modifiées, on va être sur des polymères altérés, des copolymères. Donc, on va pas forcément avoir déjà, par défaut, le produit qui est référencé dans la liste. Et si c'est pas le cas, il nous reste une autre possibilité qui est de réaliser le test de migration. Envoyer des échantillons de sa matière à un bureau d'analyse qui va réaliser ces tests et vous donner le résultat, ce qui fera que vous pourrez ou non être concerné justement par cette norme alimentaire. Ce certificat est forcément coûteux, il prend du temps et il doit être réalisé dans énormément de conditions pour pouvoir être complètement validé.
Et à partir de là, on comprend bien que notre PLA plus modifié avec des additifs dont on ne connaît pas réellement la provenance, quand vous regardez dans les fiches techniques ou de sécurité, parfois vous n'avez pas suffisamment de détails sur la composition de tel ou tel élément pour pouvoir être certain de tout ça. C'est le cas des additifs, c'est le cas de certains alliages de plastique réalisés spécifiquement pour les besoins de l'impression 3D. On ne travaille pas avec les mêmes plastiques qu'en injection, qu'en moulage. L'impression 3D nécessite des plastiques modifiés historiquement par rapport aux plastiques d'injection ou de moulage. Les thermoplastiques utilisés en impression 3D sont légèrement différents. Ils sont un petit peu modifiés pour mieux s'adapter au fait de devoir travailler avec des plastiques qui refroidissent progressivement, lentement, à l'inverse complète de l'injection traditionnellement. Donc bien souvent, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas nos plastiques, nos filaments référencés dans les listes officielles. Et je ne parle même pas ici des pigments qui vont permettre de colorer les filaments d'impression 3D. Je vais vous citer quelques exemples justement pour illustrer un petit peu toutes les complexités autour de tout ça. On travaille avec le fabricant français Nanovia qui développe différents types de filaments plutôt orientés techniques et il propose un PETG alimentaire FDA EU avec la totalité des normes. Pas de certificat disponible. Je leur ai posé la question, ils m'ont dit c'est compliqué, on a le certificat de la matière que l'on utilise, à savoir que le PETG est un PET modifié, que l'on retrouve déjà très rarement en industrie. Donc déjà à partir de là, c'est bien d'avoir un certificat sur ce PET glycol qui de base n'est pas forcément déjà listé dans la liste. Et en plus de ça, ils ajoutent des pigments pour colorer le PETG. Donc, ce qu'il m'a précisé, c'est que, par défaut, la seule version de PETG qui aurait, par défaut, la norme alimentaire, ce serait le PETG transparent, non pigmenté. Tous les autres ne seraient pas alimentaires parce que les pigments qui sont utilisés, eux, n'ont pas la fameuse norme alimentaire. C'est pour ça que vous ne trouverez pas de certificat alimentaire sur ce filament, malgré le fait que le pelet utilisé pour la fabrication est alimentaire. Rien que le fait d'ajouter des pigments, nécessite de revoir un petit peu tout ça. On peut également parler de l'ABS Food Industry du fabricant italien Trid qui affiche une norme alimentaire. Déjà, c'est assez étonnant de voir un ABS dans l'environnement alimentaire, mais pourquoi pas ? Sauf que quand on regarde un petit peu plus en détail dans la fiche, on constate qu'ils ont une norme alimentaire qui a été testée sur certains types d'aliments, mais avec des conditions particulières. On était à une température de 40 degrés, ce qui n'est pas très élevé, et sur une durée de 10 jours. Ce qui fait qu'on n'a sans doute pas passé la totalité des tests et qu'on le voit un petit peu en dessous dans la fiche. Finalement, on est adapté à pas mal de choses alimentaires, mais pas au packaging. Donc par sécurité, j'imagine que de nombreux fabricants qui n'ont peut-être pas la totalité des normes alimentaires justement ne s'affichent pas comme étant compatibles alimentaires pour ne pas prendre de risques. Mais il est sans doute raisonnable de penser que en réalité, les filaments d'impression 3D de type PETG sont inertes vis-à-vis de l'aliment. Et c'est sans doute le cas également pour bon nombre de PLA ou d'autres types de matériaux. Mais non seulement passer ces certifications pour un fabricant de filaments, c'est très coûteux, mais en plus de ça, c'est indispensable. Même s'il utilise un pelet reconnu alimentaire, lui, il va le transformer. Lorsqu'il va passer ce pelet qui sont des petites perles de plastique et qu'il va les transformer en filaments pour imprimante 3D, il y a une phase de transformation. Et lors de cette transformation, on peut tout à fait altérer le côté alimentaire du plastique que l'on utilise. Donc c'est là où finalement ça devient encore plus complexe. C'est qu'en réalité, chaque transformation de la matière nécessite que l'on respecte les normes alimentaires et les bonnes pratiques qui sont liées à ce domaine. Il suffit que Nanovia ait extrudé juste avant un PETG carbone, c'est leur spécialité, et que juste après il passe sur un PETG alimentaire, il est certain que s'il y a des résidus de carbone dans la buse, le PETG ne sera plus alimentaire. Donc c'est en ça où le fabricant doit s'engager dans le respect de conditions de fabrication
qui respectent les normes alimentaires, les bonnes pratiques alimentaires. Et on peut d'ailleurs voir justement sur certaines fiches techniques de filaments, en l'occurrence ici le PLA, sans perturbateur endocrinien. Cette fois-ci, il y a une vraie norme qui a été passée pour ce filament, mais celui-ci a aussi la norme alimentaire. Et on voit justement en bas de la fiche qu'il est fabriqué à base de granulés disposant de la norme alimentaire. Et donc c'est ça qui finalement valide le fait que le pelet était alimentaire. Mais voilà, on s'arrête là, c'est là où il n'y a pas réellement de certificat que Nanovia peut valider seulement à partir de ça. Donc vous voyez en quoi c'est assez complexe de parler de normes alimentaires déjà dans l'industrie plastique de manière générale. On voit assez peu des gens fabriquer chez soi des choses qui vont se retrouver dans une industrie alimentaire. C'est désormais un petit peu plus vrai avec justement les possibilités qu'offre l'impression 3D et les petits prestataires d'impression 3D qui sont capables de faire de nombreuses choses adaptées à l'industrie alimentaire, mais qui ne sont pas forcément habitués à travailler dans cet environnement-là. Et c'est aussi valable pour les fabricants de filaments d'ailleurs, qui sont rarement très engagés justement à ce niveau-là, car on voit bien que très peu ont réellement un certificat de normes alimentaires. Et on en vient maintenant à vous qui imprimez une pièce en 3D à partir d'un filament qui pourrait avoir une norme alimentaire. Eh bien, c'est exactement le même principe que l'étape d'avant. Celui qui a transformé le pelet en filament, l'a transformé, a dû engager éventuellement sa responsabilité pour poursuivre la norme alimentaire du matériau qu'il a transformé. Eh bien, ce serait un peu aussi votre cas dans le cadre où vous allez encore une fois transformer la matière avec votre imprimante 3D. Si vous avez par exemple une imprimante avec laquelle vous utilisez différents types de filaments, il y a de fortes chances qu'il y ait des résidus, des poudres, des poussières d'un autre plastique dans votre chemin d'extrusion, dans votre buse, et ça va naturellement potentiellement altérer, polluer le PETG alimentaire que vous auriez pu trouver. Donc c'est là où c'est à vous d'engager votre responsabilité sur la propreté, le respect des normes d'hygiène, où on recommanderait naturellement plutôt des buses en acier que des buses en laiton par exemple. Mais ça ne s'arrête même pas là. Et là, je vais faire le rapprochement avec le monde médical. On retrouve en impression 3D pas mal d'applications médicales, dentaires, avec des pièces imprimées biocompatibles, capables d'être implantées dans le corps humain, d'être utilisées en chirurgie, d'être utilisées dans des conditions bien plus contraignantes, on va dire, que le monde alimentaire. Effectivement, ça existe en impression 3D, mais c'est très cadré. Pour pouvoir avoir un produit imprimé en 3D qui est biocompatible, il est impératif de respecter à la lettre un process d'impression très spécifique qui garantit qu'à la fin, vous aurez quelque chose qui est biocompatible. En résine, on travaille avec Formlabs dans le monde médical qui offre justement des résines dotées de nombreuses normes de biocompatibilité différentes. Mais tout ça, c'est conditionné à l'utilisation intégrale de leur solution d'impression 3D. Il faut bien comprendre que chez Formlabs, on utilise leur imprimante, leur résine, leur logiciel et leur solution de nettoyage, de post-traitement. Et que chaque élément est quasiment non modifiable. Vous êtes obligé de respecter telle et telle condition de fabrication pour à la fin pouvoir avoir votre objet fini. Et c'est ça qui fait que Formlabs peut vous garantir qu'une fois votre pièce imprimée, vous aurez une pièce qui est biocompatible, qui respecte toutes les conditions d'utilisation d'un produit biocompatible. Ça nécessite également de pouvoir avoir une traçabilité sur la matière que vous avez utilisée, sur les paramètres d'impression qui ont été utilisés pour la fabrication de tel objet. Et ça, c'est clairement pas quelque chose que l'on retrouve pour le moment en filament, ni même en résine, autrement que quelques fabricants comme ça qui ont vraiment été assez loin dans cet environnement médical. Donc il faut bien comprendre que si on devait garantir une norme alimentaire à un produit imprimé en 3D, on se devrait d'avoir un petit peu le même process, c'est-à-dire de devoir respecter à coup sûr le process d'impression.
On ne va pas garantir quelque chose d'alimentaire si le PETG a été extrudé à 350 degrés ou à 160. Il est probable qu'un PETG extrudé à trop haute température crée une toxicité qu'il n'est pas censé causer. Donc pour pouvoir garantir ça, il est impératif de pouvoir s'assurer, garantir que telle pièce a été imprimée sous telle condition, avec tel lot de matériaux, et qu'on est sûr qu'il n'y a pas eu de variation dans le process. Je sors un petit peu du sujet en parlant d'Ultimaker. Vous avez peut-être vu, mais sur les nouvelles imprimantes Ultimaker, il y a un rapport d'impression qui peut être donné à la fin de l'impression. Et c'est un petit peu dans cet esprit que Ultimaker travaille, c'est être capable de vous garantir à la fin de l'impression que l'imprimante n'a pas eu de défaut d'extrusion, qu'il n'y a pas eu de manque de matière, de variation de température, qu'il n'y a pas de défaut qui serait caché à l'œil nu comme ça, que l'imprimante aurait pu détecter. Donc c'est vraiment vers ça qu'il va falloir tendre pour être capable d'avancer, on va dire, dans le monde alimentaire en impression 3D de manière tout à fait sécurisée et certifiée. Mais pour conclure, hein, vous commencez à le comprendre, hein, cette norme alimentaire reste assez floue. Il suffit généralement d'avoir le certificat de la matière qui a été utilisée initialement. En l'occurrence, rien que ça, c'est assez compliqué à avoir. Mais en l'occurrence, là, en prenant l'exemple de la bobine PLA EF 3D 850 de chez Nanovia, le 3D 850 signifie quelque chose. C'est le grade de PLA qui a été utilisé. Il a très probablement été fabriqué par NatureWorks. Et il est possible de récupérer les données techniques de ce filament et probablement également sa norme alimentaire. Donc c'est uniquement, je dirais, à partir de ce genre de choses-là que vous allez pouvoir vous assurer de travailler, on va dire, dans le minimum des conditions alimentaires qui peuvent être exigées actuellement avec une législation encore très floue autour de tout ça. Et ça, c'est fortement lié au développement de l'impression 3D, que ce soit en interne, hein, dans les entreprises, mais également en termes de prestations de services, où on retrouve très souvent des demandes liées au packaging ou à l'industrie alimentaire de manière plus générale. Bon, c'était une vidéo un petit peu particulière, j'imagine que tout le monde n'aura pas été au bout. Merci à ceux qui ont été au bout. En tout cas, j'espère que ça a pu répondre à certaines de vos interrogations autour de cette norme alimentaire. Si vous avez d'autres interrogations autour de tout ça, ou si vous êtes intéressé justement par ce que les solutions de Formlabs peuvent apporter justement, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de pouvoir vous orienter autour de tout ça. Bon, eh ben j'ai pas grand chose de plus à vous dire cette fois-ci, donc merci encore pour ceux qui sont encore là, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.